Bon, ben, bonjour à tous et bienvenue encore à une séance des animations scientifiques d'EcoFog. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Aurélien Dessort qui a fait son stage de M2 avec nous et qui est resté parmi nous aussi pour faire son volontaire service civique dans le contexte du projet Philips, mais aussi tu gères la grande faune en général. C'est ça. Exactement. OK. Donc voilà, Aurélien, je te laisse la parole. Je vais mettre la présentation. Hop, hop, partage. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter les résultats que j'ai obtenus dans le cadre de mon stage sur le test de deux méthodes de génotypage pour l'étude du coup génétique de trois espèces de félins en Guyane française. Et- Ok, parfait. Du coup, nos trois modèles d'études vont être le jaguar, l'oslo et le puma, qui sont trois espèces de félins que l'on retrouve en Amérique tropicale, dont la Guyane. Et pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser aux félins, dont ces trois espèces? C'est que les félins jouent au sein des écosystèmes le rôle de super prédateurs, c'est-à-dire qu'ils se trouvent au sommet des niches trophiques, et donc par l'action de prédation, ils vont venir réguler l'ensemble du réseau. Ils jouent donc le rôle d'espèces clé de voûte. Malgré ce rôle essentiel que jouent les félins au sein des écosystèmes, ils sont menacés par différents facteurs liés à l'homme. Il va y avoir l'anthropisation qui va induire directement une destruction des habitats, la fragmentation qui va empêcher le déplacement des individus ou limiter leur déplacement entre les patchs d'habitat, ainsi que la chasse qui induit un prélèvement direct des individus au sein des populations. Ces différents facteurs anthropiques vont induire, par la diminution des effectifs au sein des populations, une diminution du pôle génétique, donc une possible dépression de consanguinité. Mais bien évidemment, les félins ne sont pas les seuls à être impactés par ces facteurs anthropiques. Tout un cortège de d'autres espèces le sont, dont leur proie potentielle, ce qui peut induire du coup une diminution de la ressource alimentaire, et qui bien évidemment dit diminution de la ressource alimentaire, va dire augmentation du risque de conflit entre les hommes et les félins, par le fait que les félins vont aller rechercher une ressource alimentaire plus facilement accessible, donc au sein des élevages. Par rapport à ces différentes problématiques de gestion de conservation, plusieurs méthodes ont montré leur preuve et leur efficacité en Amérique tropicale. Certaines sont menées par l'OFB en Guyane pour pouvoir étudier et donc amener à des gestions de gestion et de conservation des félins. Il va y avoir, par exemple, le collier GPS qui permet de faire un suivi géographique des individus. On va également avoir le piège photo qui permet de voir sur une zone donnée quels sont les individus présents, de pouvoir déterminer les individus, par exemple pour les jaguars et les oslos par rapport à leur plastron de tâche, et du coup de pouvoir déterminer le nombre d'individus qui se trouvent dans une zone donnée, et également de pouvoir voir leur comportement, comme par exemple cet oslo qui est en train de faire une jolie fessesse en bas, et justement les fesses qui va nous apporter toute une manne d'informations génétiques, qui est l'ADN fécal. Et pour pouvoir exploiter l'information de l'ADN fécal, il Désolé, existe mais je peux pas différents outils sortir là, faut que moléculaires. j'écoute ça. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Et du coup, pour pouvoir étudier cet ADN fécal, il existe différents outils moléculaires. L'une d'elles va être le métaparcoding de code barres mitochondriaux, qui, comme son nom l'indique, consiste à aller prélever l'ADN dans les mitochondries des cellules, donc l'ADN mitochondrial. Par la lecture du double brin d'ADN, on va séquencer les nucléotides présents, ce qui va nous donner, du coup, pour un gène donné, une séquence. Et il faut savoir, en fait, que certaines séquences sont caractéristiques d'une espèce. C'est ce qu'on appelle code barre, comme le code barre d'un produit au supermarché qui va donner l'identité d'un produit. Et bien là, ça va être les codes barres mitochondriaux qu'on va retrouver au sein des fesses, vont nous apporter l'information de quelle est l'espèce qui a produit la fesses, donc le prédateur, et quelle proie il a consommé. Ensuite, il va y avoir le génotypage de microsatellites. Le génotypage qui se fait du coup en prélevant cette fois-ci l'ADN nucléaire, c'est-à-dire l'ADN contenu dans le noyau des cellules. On va regarder au niveau d'une séquence donnée
et d'une position précise qu'on appelle locus, s'il n'y a pas un motif particulier du nucléotide, par exemple là, AT, et si ce motif est répété X nombre de fois. Alors ce motif peut aller de 2 à 6 nucléotides, et le nombre de répétitions de ce motif particulier va nous donner un marqueur génétique que l'on appelle microsatellite. Et le nombre de répétitions va nous donner la longueur allélique, chaque allèle étant la différente version de ce gène au niveau du locus. Ensuite, il va y avoir le séquençage haut débit, qui, lui, de microsatellites, qui, lui, va nous indiquer exactement quels sont les nucléotides qui forment notre zone d'intérêt, donc ici la zone détourée en violet, ainsi que les zones flanquantes de la zone d'intérêt, c'est-à-dire les zones qui sont des deux côtés de notre zone d'intérêt où se trouve le microsatellite. Et ça, c'est très intéressant, parce que du coup, en sachant exactement quel nucléotide forme la séquence, chez certaines espèces proches, par exemple le puma ou le jaguar, on pourrait avoir deux séquences du même motif nucléotidique avec le même nombre de répétitions, c'est-à-dire la même longueur allélique, mais par contre, avec des différences dans les parties flanquantes. Et donc, on pourrait se rendre compte qu'en fait, qu'on a deux microsatellites différents au lieu d'un. Ensuite, il y a le test, du coup, par rapport à ça, moi, j'ai fait le test de deux méthodes de génotypage. J'ai regardé le génotype, du coup, le génotypage de 11 microsatellites par séquençage Sanger et le séquençage de 60 microsatellites par séquençage au débit Illumina. Pour ça, j'ai regardé les succès d'amplification et le nombre de génotypes produits à l'aide du séquençage Sanger. Pour cela, j'ai mené différentes analyses pour voir à partir de ces génotypes produits, comment est-ce qu'ils permettaient de discriminer génétiquement le jaguar, l'oslo et le puma. Pour cela, j'ai fait des analyses en composantes principales, des analyses discriminantes en composantes principales et une analyse qui se rapproche du logiciel structure avec le package Léa. Ensuite, du coup, pour le séquençage haut débit des microsatellites, là, j'ai fait le test en fait de 4 kits d'extraction d'ADN, car il faut savoir en fait que l'année dernière, on a fait en fait déjà un test de génotypage haut débit, mais qui a été en fait infructueux, dû au fait qu'en fait que les extractions d'ADN qui avaient été envoyées avaient de trop faibles concentrations et pureté. Et il faut savoir qu'en fait que le génotypage haut débit est très sensible à ces paramètres. Donc là, l'objectif de cette année, dans le cadre de mon stage, c'était de trouver des kits qui étaient plus performants pour apporter des échantillons au niveau concentration et pureté, pour pouvoir réaliser du coup ces génotypages haut débit sur l'ADN fécal. Mais du coup, avant de faire toutes ces approches moléculaires, il faut déjà avoir des échantillons sous la main. Donc tout commence en 2010 entre une convention entre le CNES et l'OFB, où l'OFB du coup a commencé des études sur les félins au sein du Centre spatial guyanais. Et depuis 2011, l'OFB mène une campagne d'échantillonnage des fesses dans un but d'études génétiques sur les félins. En 2022, il y a un partenariat entre l'INRAE et l'OFB sous le cadre du projet Philips, qui là vise à maintenant étendre cette étude génétique sur les félins, non plus sur l'ensemble, non plus sur le centre spatial guyanais, mais sur l'ensemble du territoire guyanais. Et c'est donc depuis 2011, 39 tissus qui ont été récoltés et 333 fesses. Bon, alors, depuis, il y a eu un peu plus de fesses, maintenant on se rapproche plus des 400 fesses récoltées. Et du coup, à partir de l'ensemble de ces échantillons, il y a pu y avoir du métabarcoding qui a été réalisé. Donc sur 211 fesses, les extractions ont été réalisées au sein de l'UMR EcoFog et envoyées à un laboratoire à Montpellier qui a réalisé du coup le métabarcoding sur le gène mitochondrial CO1, ce qui nous a permis pour ces 211 fesses de savoir quel était le prédateur qui avait produit la fesse et quelle proie il avait consommé. Ensuite, il y a eu du génotypage par séquençage Sanger, qui a été réalisé cette fois-ci sur 222 échantillons, comprenant du coup des fesses et également des tissus. Les extractions ont été réalisées au sein de l'UMR EcoFog, ainsi que du coup que le génotypage à l'aide du séquenceur Sanger sur 11 microsatellites. Pour le séquençage Sanger, pour ces 222 échantillons, on a eu un taux de réussite de 100% pour les tissus. Donc, ce sont 19 génotypes qui ont été produits et de 81% sur les 203 fesses. C'est donc
165 génotypes qui ont été produits, ce qui nous fait un total de 184 génotypes. Mais attention, 184 génotypes, ça ne veut pas dire 184 génotypes uniques, parce que dans le cadre des fesses, un individu a pu produire plusieurs fesses qui ont été récoltées. Et donc, pour savoir exactement le nombre de génotypes uniques contenus dans notre base de données de génotypes, on a fait une analyse avec le package R congen R qui nous a indiqué qu'il y avait un total de 113 génotypes uniques, c'est-à-dire 113 individus qui étaient représentés génétiquement dans notre base de données. Donc, à partir de ces 113 génotypes, j'ai effectué différentes analyses. Donc, pour chacune de ces analyses, le puma sera représenté avec le code couleur vert, l'oslo avec le code couleur bleu et le jaguar avec le code couleur jaune. Pour les ACP, du coup, chaque point sont les différents génotypes et la variable va être leur fréquence allélique. On voit du coup, pour l'analyse en ACP, que du coup, les fréquences alléliques qui composent les génotypes des individus produits par séquençage Sanger permettent en première et deuxième dimension de bien clusteriser l'ensemble des individus par rapport à leur espèce, c'est-à-dire qu'on a une bonne discrimination génétique entre les trois espèces par rapport à leur profil génétique, malgré quand même certains individus, on voit ici au milieu, qui sont un peu moins bien déterminés génétiquement par leur profil génétique. On voit en dimension 1 et 3 que là, on a une bonne différenciation génétique par leur profil génotypique des individus oslo par rapport aux jaguars et aux pumas. Et en dimension 3 et 2, là, c'est plutôt le puma qui est mieux discriminé génétiquement avec l'oslo et le jaguar. Ensuite, j'ai réalisé une analyse discriminante en composantes principales. Par rapport à cette analyse, on regarde exactement le nombre de clusters qu'il faut réaliser pour obtenir la meilleure représentation génétique de l'ensemble des génotypes. Et du coup, la valeur du BIC nous indique qu'il faut considérer en fait 4 clusters pour décrire le plus correctement possible l'ensemble de nos génotypes. C'est-à-dire qu'il faut clusteriser en 4 groupes pour décrire le plus correctement possible l'ensemble de nos génotypes. Et c'est étonnant parce que nous, on s'attend à ce que nos génotypes soient représentés non pas par 4 groupes spécifiques, mais par 3 groupes spécifiques, qui sont le puma, l'oslo et le jaguar. Et donc, j'ai considéré dans les modèles suivants, pour certains modèles, également une quatrième espèce inconnue, espèce X, qui sera représentée avec le code couleur marron. Du coup, pour la première DAPC qui considère 3 clusters, c'est-à-dire 3 groupes spécifiques, on voit que les individus qui ont été assignés dans chacun de ces groupes spécifiques par rapport à leur profil de génotype sont plutôt bien clusterisés. Il n'y a pas de chevauchement des ellipses. Par contre, quand je réalise du coup la DAPC en considérant 4 espèces, on voit que le groupe des individus qui ont été assignés par rapport à leur profil génotypique pour le jaguar et pour le puma sont plutôt bien différenciés génétiquement du groupe Oslo, mais c'est que c'est le groupe Oslo qui par contre est splitté en 2 groupes, un groupe d'individus qui sont bien considérés comme appartenant à l'espèce Oslo et un deuxième groupe de l'espèce X inconnue qui serait du coup proche génétiquement de l'Oslo. On voit bien du coup, vous voyez, là, tac, ces deux groupes qui sont splittés. Ensuite, j'ai fait du coup un diagramme d'assignation. Donc, pour pouvoir expliquer le diagramme d'assignation, du coup, il va y avoir 3 groupes. Un groupe jaguar, un groupe oslo, un groupe puma, qui est le groupe qui, pour chaque pour chaque génotype, c'est l'espèce qui est assignée pour chaque génotype par rapport au métabarcoding. Donc là, après, vous allez avoir des lignes qui vont être les différents génotypes. Ce que l'on voit, c'est par exemple, pour ici le groupe en jaune, qui sont du coup les génotypes dont le métabarcoding indique qu'ils étaient des jaguars, on va voir que certaines lignes sont vertes. C'est-à-dire que c'est des génotypes dont la DAPC a considéré que par rapport à leur fréquence allélique, ils étaient plus proches génétiquement du cluster puma que du cluster jaguar. Donc ça montre que c'est des individus qui sont mal assignés par rapport à leur fréquence allélique, à leur espèce. Et on voit surtout ce phénomène au sein du groupe Oslo, où là on a 40 à 50% des individus qui sont mal assignés à leur espèce. Si je réalise de nouveau ce diagramme d'assignation, là en considérant une quatrième espèce X inconnue, on voit qu'on a une meilleure assignation des individus dans le groupe jaguar. Avant, on avait 6 individus qui étaient mal assignés à leur espèce. Là, ça passe à 3 individus.
Et on voit justement ce phénomène chez le groupe Oslo avec un groupe qui est bien assigné à l'Oslo, c'est-à-dire les individus qui sont en bleu, et un groupe qui est mal assigné à l'Oslo, et un groupe qui est assigné à cette espèce X inconnue, qui sont en marron. Et on voit que ces individus qui sont assignés à l'espèce X inconnue, c'est environ 40 à 50% des individus. Donc déjà, de ce que l'on voit de l'ensemble de ces données, c'est que les génotypes produits par séquençage Sanger permettent, par leur fréquence allélique, une bonne distinction génétique entre le puma et l'oslo, une distinction un peu plus faible entre le puma et le jaguar, mais qui reste quand même tout aussi bonne. Par contre, on a pu voir qu'il y avait certains individus qui étaient mal déterminés au niveau de leur espèce par rapport à leur fréquence allélique, et qu'on avait une meilleure assignation de ces individus à leur espèce qu'on considérait une quatrième espèce. Si on creuse un peu plus cette question d'une quatrième espèce, on voit que 100% des oslos qui étaient mal assignés appartiendraient à cette espèce X inconnue, que 40 à 53% des oslos sont considérés comme appartenant à cette espèce X inconnue, et que les oslos et l'espèce X partageraient une faible distance génétique. On peut donc se poser la question si dans notre base de données de génotype, il n'y aurait pas une quatrième espèce présente et qui serait proche génétiquement de l'oslo. Pour creuser un peu plus cette question d'une quatrième espèce présente dans notre base de données, je suis allé voir du coup les données de métabarcoding, donc qui ont permis de donner par le gène mitochondrial CC1 l'étiquette à chaque espèce si elles appartenaient au jaguar, à l'oslo ou au puma. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a deux séquences dans le gène C1 qui ont permis de dire que les individus appartenaient à l'espèce oslo. Bien évidemment, les individus possèdent soit la séquence 1, soit la séquence 2, mais jamais les deux séquences en même temps. Donc, je me suis posé la question, si les individus qui possédaient la séquence, si les individus qui ont été assignés comme appartenant à cette espèce X inconnue n'étaient pas représentés que par la séquence 1 ou inversement que par la séquence 2. Et pareil pour les oslos, est-ce que les oslos n'étaient pas représentés que par la séquence 1 ou que par la séquence 2? Eh bien, bingo, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, c'est que la séquence 1 représente uniquement les individus appartenant à cette espèce X inconnue, donnée par la DAPC et l'analyse structure. Et la séquence 2, elle, représente l'ensemble des individus oslo, mais avec quand même de très rares individus appartenant à l'espèce X inconnue. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une concordance de l'information apportée par l'ADN mitochondrial qui a permis de faire le métaparcoding avec le gène C1, avec l'information qui nous est apportée par l'ADN nucléaire, qui a permis du coup de faire le génotypage Sanger, et donc de nous apporter les génotypes. Il y a une étude de Telinsky de 2019, excuse-moi, je viens d'écorcher, qui a montré qu'il n'y avait pas de différenciation en fait, entre l'haplotype du gène C1, entre l'oslo et le chamarguais. Ça veut dire en fait que si on remonte là, c'est qu'en fait, c'est que ces deux séquences dans le gène C1 en fait, seraient des haplotypes entre l'oslo et le chamarguais et qui ne permettent pas en fait, par le fait qu'ils sont très proches au niveau de leur composition nucléotidique, de différencier ces deux espèces. Du coup, on peut se poser la question, par rapport à l'assignement qui a été donné par le métabarcoding aux individus comme appartenant à l'espèce oslo, si en vérité, il ne s'agirait pas en fait de chamarguais. Et du coup, pour creuser cette question du fait que des chamarguais en fait que des oslos auraient été assignés comme chamarguais, alors qu'en fait, oui, que des oslos auraient été assignés, que des chamarguais auraient été assignés comme appartenant à l'espèce oslo, alors qu'en vérité, il s'agirait bien de chamarguais. J'ai creusé un peu plus la question et j'ai regardé exactement quel échantillon avait permis de nous apporter les génotypes. Alors, quand on regarde pour la DAPC, normalement, le cluster de génotypes de Oslo serait bien du coup de l'espèce Oslo, parce qu'en fait, ça contient plusieurs génotypes issus de biopsies de chamarguais. Biopsie, c'est-à-dire que c'est issu de tissus. Et donc, les tissus, ça nous apporte déjà de l'ADN de bonne qualité et dont on est sûr et certain que les génotypes viennent bien d'individus venant de cette espèce. Par contre, je n'avais pas, dans ce modèle,
des génotypes issus de biopsies de chats marguais, c'est-à-dire des génotypes dont on est sûr et certain qu'ils appartiennent bien à cette espèce et qui sont du coup également de bonne qualité d'extraction d'ADN. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que j'aurais pas sous la main, au niveau de la base de données, des génotypes issus de biopsies de chat marguais? Et par chance, il y avait un génotype issu d'une biopsie de chat marguais. Du coup, j'ai fait une comparaison des données avec les biopsies de chat marguais et d'Oslo en réalisant une nouvelle DAPC. Donc, pour faciliter la lecture, j'ai mis du coup ces deux génotypes issus de biopsie tout à la fin. Ce que l'on peut voir, c'est que ici, le génotype tout en bleu, c'est le génotype issu de la biopsie d'Oslo. On voit que la DAPC, par rapport aux fréquences alléliques qui composent ce génotype, la considère bien comme appartenant au cluster Oslo. Et surtout, fait très intéressant, c'est qu'on voit que le génotype issu de la biopsie de chat marguais, par le code couleur marron que lui donne la DAPC, fait que le modèle considère que ces fréquences alléliques le placent dans le cluster de chat marguais. Ça, c'est très intéressant parce que ça viendrait à tendre à confirmer que possiblement, les individus considérés comme appartenant à cette espèce X inconnue pourraient être des chats marguais. J'ai refait du coup une ACP, cette fois-ci du coup en considérant les individus classés comme espèce X inconnue comme appartenant du coup à cette quatrième espèce, le chat marguais. Et on voit que par rapport à la première ACP de tout à l'heure, on a une bien meilleure discrimination génétique entre nos 4 groupes de clusters, donc nos 4 espèces. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait eu ces difficultés à différencier en fait génétiquement le chat marguais de l'Oslo par rapport à nos deux autres espèces, le puma et le jaguar? Et bien tout simplement par le fait qu'en fait, que le puma et le jaguar partagent un ancêtre commun avec l'Oslo et le chat marguais, bien plus éloignés sur le pas de temps phylogénétique, alors que l'Oslo et le chat marguais appartiennent au même genre, Leopardus. Et donc, ils partagent un ancêtre commun sur le pas de temps, au niveau du pas de temps, bien plus proche. Ils ont donc un patrimoine génétique bien plus similaire. Donc ça, c'était pour la première partie. Pour la seconde partie, là, je vais vous parler du coup des tests des 4 kits d'extraction à des fins de génotypage haut débit. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a testé ces 4 kits? C'est qu'en fait, l'année dernière, on n'a pas pu réaliser le génotypage haut débit dû au fait qu'en fait, que les extractions d'ADN qui avaient été obtenues par notre kit habituel qu'on utilise pour l'ADN fécal nous apportaient en fait de l'ADN beaucoup trop faible en concentration et en pureté. Et donc, là, on a testé 3 nouveaux kits, le kit B, le kit C et le kit D, qui sont des kits d'ADN fécal qui n'ont jamais été testés au sein de l'UMR, plus le kit A, qui est le kit qui a toujours été utilisé au sein de l'UMR. Du coup, pour tester l'efficacité de ces 4 kits, j'ai regardé différents indices. Les indices qui ont été regardés, il y a l'indice A260 sur A280, qui est un indice de pureté. Quand cet indice se situe à 1,8, c'est-à-dire que les échantillons d'ADN sont purs. Par contre, quand ça se situe au-dessus de 2 et en dessous de 1,7, c'est-à-dire que les échantillons d'ADN sont de mauvaise pureté. C'est-à-dire qu'on aura des substances qui viendraient polluer l'échantillon, telles que des substances protéinées. Et après, j'ai également regardé pour l'ensemble des extractions issues de ces 4 kits, la concentration d'ADN. Ce qu'il en ressort, c'est que c'est le kit B et le kit D, qui sont 2 nouveaux kits qui n'avaient jamais été utilisés, qui apportent les meilleures valeurs au niveau pureté. Et c'est également ces 2 nouveaux kits qui apportent les meilleures valeurs pour la concentration d'ADN, alors que le kit A, lui, qui est le kit qui a toujours été utilisé au sein de l'UMR, nous apporte des valeurs bien moins bonnes. L'ensemble de ces échantillons ont donc été envoyés en génotypage haut débit, parce qu'en fait, ces bonnes valeurs au niveau pureté et concentration ne sont pas non plus totalement garants d'une totale bonne réussite, ou du moins d'une meilleure réussite pour le génotypage haut débit, parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte pour une moins bonne réussite du génotypage haut débit. Il peut y avoir par exemple la présence de solutés salins issus du tampon de dilution qui viendrait limiter le génotypage haut débit, ou par exemple la pollution de d'autres ADN, de d'autres taxons. Par exemple, une forte concentration d'ADN issu de bactéries au sein de l'échantillon fécal ou de proies. Et donc, pour voir si vraiment ces deux kits sont bien plus performants que l'ancien, les échantillons ont été envoyés en génotypage haut débit.
Donc, on a reçu les échantillons, les résultats du génotypage ODB, ce qu'il en ressort. Ici, vous avez du coup l'ensemble des échantillons qui ont fait l'objet des extractions d'ADN, et ensuite les 4 collodes qui représentent les 4 kits, avec du coup pour valeur le nombre de loci qui ont amplifié lors du génotypage ODB. À savoir, les loci, donc, à savoir qu'il faut au moins 6 loci, 6 marqueurs microsatellites d'amplifier pour pouvoir obtenir des génotypes exploitables. Et il en ressort qu'en fait, que c'est le kit D qui nous apporte 62% de génotypes exploitables, donc qui ont au moins 6 à plus de 6 loci d'amplifier. Alors que si on regarde, pour exemple, le kit A, qui est le kit anciennement utilisé, nous apporte que 25% de génotypes exploitables. Donc, ce qu'on peut voir au niveau perspective, c'est que notre ancien kit utilisé au sein de l'UMR, le DNA Stool Mini, nous apportait quand même des bons taux d'amplification et de génotypes, avec quand même 80% de génotypes qui étaient exploitables. Mais en fait, il faut savoir que ça demandait jusqu'à 6 amplifications lors de la PCR, ce qui est en fait coûteux en temps et donc en argent. Et que pour le génotypage ODB, en fait, il se retrouve non performant par rapport à ses concentrations et pureté d'ADN trop faibles. Et que ça serait ce nouveau kit, le Nucleospin DNA Stool, qui en fait est beaucoup plus prometteur pour le génotypage ODB, avec 61% de génotypes du coup qui seraient exploitables, et surtout des génotypes de bien meilleure qualité. Donc, ce qu'on peut voir au niveau perspective, déjà, c'est que par rapport à cette plaque d'échantillon qu'on a reçue de génotypage ODB, ça nous permet de faire une première comparaison entre le séquençage, entre le génotypage Sanger et le séquençage ODB Illumina. Bien évidemment, il va falloir réaliser de nouveaux échantillons qui vont être envoyés en génotypage ODB, cette fois-ci tous issus de ce nouveau kit qui est bien plus performant à des fins de génotypage ODB, ce qui permettra déjà de faire une comparaison, une meilleure comparaison entre ces deux méthodes, le Sanger et Illumina. Dans un futur proche, il faudra bien évidemment, par rapport à la question de la possible présence du chamargué dans notre base de données de génotype, intégrer du coup de l'ADN dégradé de référence pour le chamargué et l'oslo, se dire que ce serait des fesses de chamargué et d'oslo qui seraient détenus en captivité et dont on est sûr et certain que les fesses appartiennent bien à cette espèce. Et il faudra également de l'ADN de référence de qualité, donc là issu de biopsies de chamargué et d'oslo. Et par rapport à ça, ça permettra d'infirmer ou de confirmer que dans notre base de génotype, on a bien la présence du chamargué ou pas. Bien évidemment, il faudra intégrer dans les futurs échantillons de nouveaux échantillons du coup, de chamargué et de puma, que ce soit de biopsie ou de fesses. Toutes ces nouvelles informations génétiques vont nous permettre de faire de nouveaux calculs des liens de parenté et de diversité génétique, ce qui va nous apporter du coup de nouvelles connaissances sur le comportement des individus et leur état de conservation. Et ces données, du coup, extrapolées au niveau géographique, vont nous apporter de nouvelles connaissances sur les capacités de déplacement des individus et sur les flux de gènes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en tout cas, on a le génotypage Sanger qui permet d'obtenir jusqu'à un bon taux de génotype utilisable de 80%, mais qui est très coûteux en temps et en argent, parce que ça demande jusqu'à 6 réplications au niveau de la PCR, et qu'on aurait ce nouvel outil à disposition, le génotypage ODB, qui lui permettrait d'obtenir 61% de génotypes exploitables et de meilleure qualité à l'aide de ce nouveau kit. Dans tous les cas, que ce soit Sanger ou Illumina, les deux vont permettre d'atteindre l'objectif de pouvoir étudier les félins sur un plus grand nombre d'individus et sur l'ensemble du territoire guyanais, de nous apporter une image plus représentative et concrète de l'état de conservation de ces populations, de leur diversité génétique et de leur structuration, de nous apporter également des connaissances plus fiables et fines sur leur régime alimentaire, et donc de pouvoir mieux visualiser au sein du paysage guyanais les conflits entre les hommes et les félins, que ce soit par rapport à des problèmes de dépression de consanguinité suite à l'anthropisation, ou également par rapport aux problématiques de prédation des félins sur les élevages. Et du coup, toutes ces mannes d'informations vont permettre d'améliorer sur le long terme la gestion et la conservation des félins en Guyane française. Je vous remercie.
Merci Aurélien pour cette belle présentation. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle virtuelle? J'ai entendu des gens rentrer. Ouais. Hop. Est-ce que vous aurez des questions dans la salle virtuelle? Non? Ok. Non, Ben, je dis je juste passe. bonjour à tout le Ah, monde. ouais. Salut, salut Maxime. Salut Nicolas. Merci beaucoup d'être Euh, présent. Ouais, ben merci. Je suis Ok. arrivé un peu en retard, j'ai raté le début, mais merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. Ouais, ouais, donc du coup, tu vois, ça avance. On est presque à 400 FSS maintenant. Donc, c'est bien. Super. Ah ben, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle présentielle? Alors, Bonjour Hélène, merci. Donc juste euh, pour revenir sur le choix de dire bah, finalement il n'y a pas trois espaces, il y en a quatre. Ouais, mais pourquoi il y en a pas et pourquoi il n'y en aurait pas six en fait? Parce que le graphe qui te dit qu'il y a quatre espèces, bon, entre 4, 5 et 6, c'est quand même. Est-ce que tu as regardé, enfin en fait la question, je vois très bien pourquoi Ouais, tu vois, ouais, tu avais plutôt envie de regarder quatre espèces, mais est-ce que tu as testé si tes analyses génétiques là, enfin de sur structure ou quoi, qu'est-ce que ça donnait si tu prenais plus que 4? Parce que là, ouais. Tac, tac, tac. Par voilà, rapport à là, ça, bon, ouais. entre 4 et 6, bon, on va pas chipoter là. Mais du coup, est-ce que tu as juste regardé ou pas du tout? Qu'est-ce que Euh, ça donne avec. Est-ce que. Non, parce que tu n'es pas à l'abri d'avoir encore deux espèces qui traînent et qui te polluent ton truc. Mais ça peut être pas des chats marqués, ça peut être autre chose. Voilà. ouais. Ouais. Bah après, j'ai regardé ouais, par rapport au diagramme d'assignation, comment est-ce que ça venait splitter les groupes. Et par rapport au. Déjà, comment ça venait splitter les groupes, on voyait clairement que c'était à partir de quatre espèces qu'il y a vraiment le groupe Oslo qui était splitté en deux. Donc là, ça posait la question justement d'une espèce proche génétiquement de l'Oslo qui serait présente dans la base de génotype. Et après, quand on augmentait, ça venait splitter de façon beaucoup moins claire déjà les autres groupes. Et après, oui, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une pollution génétique d'une autre espèce. Mais... donc, je voulais juste ajouter qu'en fait, cette évaluation de BIC, en fait, 5 et 6 n'ajoutent pas plus d'informations que 4. Donc, en fait, tu acceptes 4. Oui, par parcimonie, ouais. Non, non, bon, c'est comme ça que marche ce logiciel. C'est normalement, en fait, tu acceptes plus de cas autant que tu ajoutes d'informations. Mais en fait, 5 et 6 n'ajoutent pas plus d'informations. Oui, En je fait, suis bien d'accord. tu ignores après. Toute D'accord. la courbe après, tu ignores jusqu'au point que tu arrives le plus bas. Et en fait, entre 3 et 4, je te dirais, c'est limite. Parce qu'en fait, tu n'ajoutes pas beaucoup plus d'informations en mettant plus de variables, le jeu 4 que 3. Mais Ok, voilà. d'accord. Merci Aurélien pour ta présentation, c'était chouette. T'as pas du tout parlé des proies. Est-ce que vous avez commencé à regarder s'il y avait des différences de proies entre les prédateurs Ah. Alors moi, je ne me suis pas penché du coup sur les données de métabarcoding concernant le régime alimentaire. Et en tout cas, de ce qu'il en ressort par rapport à ce que a obtenu Nicolas Savant, c'est que ce serait le jaguar qui aurait les proies les plus imposantes et l'oslo qui aurait la diversité enfin, les proies les plus petites et le jaguar, le puma qui se situe entre les deux. Et surtout, l'oslo qui a une très grande diversité de proies avec pareil, le puma qui est intermédiaire entre les deux et le jaguar qui lui a une diversité un peu moins de proies mais un peu plus grosse. Et surtout, c'est intéressant parce que ça viendrait recouper en fait la ségrégation trophique entre le jaguar et le puma, en fait, qui sont deux grands félins qui, d'un point de vue fonctionnel, sont très proches l'un de l'autre. Et en fait, pour pouvoir en fait cohabiter au sein des mêmes territoires, parce que nous, ce qu'on voit par rapport au piège photo, c'est qu'on voit que les deux espèces sont présentes, cohabitent au sein des mêmes territoires, c'est qu'il y aurait cette ségrégation trophique avec le jaguar ici, qui en fait se serait spécialisé sur des proies un peu plus grosses, et le puma qui serait tendance à spécialiser sur des proies un peu plus petites. Donc ça limite la concurrence au niveau ressources trophiques. Et après, il y a aussi la ségrégation temporelle. On a vu que le jaguar est surtout actif plutôt diurne, actif plutôt de jour, alors que dans les zones où le puma cohabite avec le jaguar, le puma a des tendances un peu plus diurnes. Il est actif un peu plus la nuit, alors que quand on voit dans des zones, par exemple au Canada, où là, il n'y a que le puma de présent, le puma, lui, est plus actif par contre de jour. Voilà. Donc ça serait une stratégie, du moins pour le régime alimentaire, pour une ségrégation trophique, pour que les deux espèces cohabitent par rapport à leur niche écologique. Maxime, tu voulais demander une question? Oui,
il me semble qu'il y avait une dizaine d'échantillons qui étaient pollués en métabarcoding où on arrivait à identifier, on sortait deux haplotypes de manière équivalente de deux espèces de félins différentes. Je sais pas, je voulais demander à Aurélien s'il avait analysé également ces échantillons-là et s'il avait retrouvé avec ces données de génotypage des traces de ces cross-contaminations entre échantillons et est-ce que ça ne pouvait pas expliquer également des problèmes de points sur ces ACP un peu intermédiaires entre deux espèces de félins différentes? C'est les deux haplotypes qu'on a vus là? Ah, non, pas Alors, nécessairement. C'est parce qu'il y avait plusieurs échantillons dans lesquels Ah. on avait Puma et Jaguar, ou Puma et Oslo. Ok. Donc, ouais, mais je sais pas. Bah non, bah du coup, ça, j'ai pas creusé. Ouais. J'ai pas regardé ça. Donc, ouais. Bon, Euh, on avait regardé ça d'un peu plus près, donc c'était juste pour savoir si vous aviez remarqué ce type de problème sur les génotypes. Ouais, donc dans les échantillons qui étaient contaminés, je pense on les avait enlevés un peu de la base de données. Là où c'était évident qu'il y avait deux prédateurs dans la base de données. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être c'est retiré de la base de Metabar, mais peut-être pas de la base Microsat. Donc ça, peut-être, il faudrait revoir ok, ouais. pour les individus qui sont un peu intermédiaires. C'est un très bon point, Maxime. Merci. D'autres questions? Ouais. Ah, c'est là. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé du coup du fait que le génotypage ODB fait vraiment un véritable séquençage du coup de la séquence et on regarde vraiment quel nucléotide forme la séquence. Et par rapport au fait que du coup, peut-être on va zoomer un petit peu plus. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'on fait pour zoomer là? Deux? En bas à droite? Ah oui, c'est en bas là. Ok. Voilà. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait l'histoire justement de certains microsatellites qui pouvaient avoir du coup une même longueur allélique. Là, par exemple, on a le motif TG qui est répété 11 fois. Et on peut voir ici, pareil, ce même motif TG qui est répété 11 fois. Mais par contre, quand on regarde les parties flanquantes de la séquence, c'est qu'il y a certaines parties en fait qui sont différentes au niveau de la composition des nucléotides. Et ça, en fait, ça montre, là, dans ce cas-là, par exemple, que ce n'est pas les mêmes allèles. Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus précis dans la détermination des génotypes des individus. Parce qu'en fait, typiquement, avec Sanger, là, ces deux allèles seraient considérés en fait comme le même. Alors que là, on se rend compte qu'en fait, que c'est deux allèles différents et qui pourraient être portés notamment par deux espèces différentes. Donc, ça peut expliquer notamment l'histoire des individus qui sont mal déterminés entre espèces. Vous vous souvenez, au niveau de la CP, ceux qui se retrouvent un peu au centre, parce qu'ils pourraient en fait être porteurs de soit l'un, soit l'autre de ces allèles, qui sont mal déterminés avec Sanger, et du coup, qu'il est fait que le modèle vient les clusteriser dans un même cluster, en fait. Et par exemple, alors là, typiquement, si on regarde le 103 et le 111, qui sont du coup, tac, tac, tac. Alors, 103, on voit que, par exemple, le 103 est souvent porté par les individus Jaguar, alors que le 111, lui, va être souvent porté par les individus Oslo. Off. Alors après, j'ai fait différents modèles multivariés pour voir comment, au niveau des fréquences alléliques, quelle espèce était surtout porteur de tel ou tel allèle. Tac, tac, tac. Et ce qu'il en ressort, par exemple, c'est que pour le 103, ça va être un allèle très commun chez le Jaguar et très commun chez l'Oslo. Et du coup, justement, ça se trouve, cet allèle, pour Sanger, n'a pas permis de nous apporter en fait un bruit d'information en disant que c'était le même allèle qui était très souvent présent chez les deux espèces. Et donc, le modèle, lui, a clusterisé les individus au sein d'un même groupe. Voilà. Le principe d'homosplasie, quoi.